En titre, j'ai dit trivialement que l'Iran était le boss de fin. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que ça pourrait donner l'image que ça fait déjà plusieurs décennies qu'Israël se bat contre le programme nucléaire iranien, que ce soit officiellement ou visuellement avec des petites explosions ici et là qu'on ne sait pas à cause de qui, et que je pense que le bombardement serait en fait un élément parmi tous les éléments qui sont la lutte d'Israël contre n'importe quel pays au Moyen-Orient qui aurait l'arme nucléaire. On sait très bien qu'Israël n'acceptera jamais qu'un pays arabe ou qu'un pays non raisonnable ait la force nucléaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'en général, pour attaquer, et l'a très bien dit M. Poran, Israël n'a pas vraiment besoin de quelqu'un. Le vrai enjeu, il est sur l'enjeu de la défense, après la riposte iranienne. Israël a déjà attaqué en Iran. Au début, en fin 2024. Et la protection des alliances, aérienne des alliés. Parce que c'est ça qui peut donner plus de soucis. Et en souci, justement, en tant que bon juif, j'ai une confiance complète en l'éternel, je mets la confiance, on sait très bien que c'est Hachem qui nous protège et on ne doit pas avoir peur et sortir dans la panique. On est aujourd'hui dans les médias, des sorties de panique, des gens qui ont commencé à paniquer. Il faut rester calme et surtout pour finir, on voit qu'aujourd'hui Israël est devant des grands enjeux internationaux et il faut garder une force politique stable, éviter les changements politiques. Une réaction de Nathaniel Sama et après on passe au sujet suivant. Les accords de Vienne sont le symbole de ce que a dit M. Guénolé, qui a très bien parlé, qui a très bien expliqué en fait la vision européenne occidentale face à la non-raisonnabilité de l'Iran. L'Iran a pour but d'exterminer l'État juif. Quoi qu'il arrive, il y arrivera. Sous leur turban, il y a 3000 ans de négociations. Ils sont des champions de l'art de négociation. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le fait de parler, de négocier, d'essayer d'arriver à un accord n'a rien amené. Et maintenant, on est obligé de devoir utiliser la force. Et avec l'aide d'Hachem, on y arrivera. Et nous vous avons posé la question suivante sur X. Êtes-vous en faveur d'une action israélienne contre l'Iran? Vous êtes 77% à avoir répondu oui. Alors qu'une guerre pourrait éclater entre Israël et l'Iran, l'Assemblée générale des Nations unies vote une énième résolution hostile à Israël. Et ça me donne envie de crier « Allô le monde !» Ce vote de l'ONU sert uniquement à faire de la propagande. Cette assemblée est dominée par des dictatures et manipulée par la Ligue arabe et les pays musulmans. Ce sont des résolutions politiques. Cette phrase est signée Emmanuel Navon, professeur de géopolitique. C'était tout à l'heure sur l'antenne d'i24 News. Olivier Pardo, est-ce que vous partagez le constat d'Emmanuel Navon? Oui, parce que ça fait longtemps. Il y a eu une conférence à Durban, me semble-t-il, qui avait qualifié le sionisme de racisme. Et quand vous savez que, par exemple, le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a été présidé par les pires dictatures du monde, et que je n'entends jamais des condamnations de grandes dictatures réelles que sont par exemple la Chine, par exemple la Corée du Nord, par exemple d'autres pays de ce type-là. Donc, si vous entendez bien ce qui se dit, c'est que les arguments contre Israël de l'antisionisme qui est devenu une tarte à la crème, mais qui sont en réalité toujours les vieux arguments de l'antisémitisme séculaire qui a pris aujourd'hui des habits neufs, qui sont les habits de l'antisionisme, et évidemment, vous avez cela. Mais j'ajoute un point. Nous avons aussi des amis. Nous n'avons pas que des ennemis. Nous avons des grands pays qui sont nos amis. Nous avons l'Inde qui est un ami d'Israël. Nous avons l'Argentine qui est un ami d'Israël. Nous avons les États-Unis d'Amérique qui est un ami d'Israël. Nous avons l'Italie en Europe qui est un ami d'Israël. Et donc il y a une refonte de cela, parce que nous savons bien que nous sommes aux avant-postes de ce qui peut se passer en Occident et en Europe. Thomas Guénolé, cette résolution aura-t-elle un impact sur la guerre? Là, je m'adresse au professeur que vous êtes, pour nos téléspectateurs qui disent quel est le but d'une telle résolution? Est-ce qu'elle aura un impact sur la guerre quand on sait que, en vérité, les décisions contraignantes se prennent au Conseil de sécurité de l'ONU et non pas à l'Assemblée générale?
Absolument, c'est un acte symbolique au sens strict, c'est-à-dire que quand on dit acte symbolique, d'habitude, on peut sous-entendre c'est un acte qui sert à rien. Mais non, parce que les symboles en politique, et donc aussi en politique internationale, ça existe. Et en l'occurrence, ça veut dire que toute personne qui milite pour un cessez-le-feu à Gaza pourra dire, mais d'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies a voté pour un cessez-le-feu. Ce qui donne un argument moral supplémentaire du fait, précisément, de l'autorité, du latin auctoritas, que peuvent avoir les Nations Unies. Après, vous savez, il me semble que le fait qu'il y ait un vote de l'ONU sur ce sujet me semble pour ma part totalement justifié, notamment parce que aucun conflit ne fait autant de morts en ce moment, donc la moindre des choses c'est quand même que en ce moment, entendez-moi. L'Ukraine et la Russie, c'est à peu près 1 million de victimes. Non, c'est parce que vous comptez les blessés. C'est parce que chaque arabe qu'un juif tue, c'est fois 1000. C'est pour ça. Chaque arabe qu'un juif tue, c'est fois 1000. Pardon, donc ça fait. pas entendu. Parce qu'à vos yeux, chaque fois qu'un juif tue un arabe, ça fait fois 1000. Donc vous multipliez. Donc vous pensez qu'il y a beaucoup plus de morts à Gaza que dans d'autres. Ah pardon, c'était de l'humour sur les morts arabes. Pardon, monsieur. Non, pas de l'humour sur les morts arabes. Il vient de faire de l'humour, c'est pas mal. Vous savez combien il y a d'habitants à Gaza? Bon, ok. Attends. Non, mais si vous voulez partir par là, d'accord. Le fait qu'il y ait 74% de morts civiles. Non, mais ok. Ok, on va partir par là. Mais d'où vous sortez vos 74% des. Vous allez me laisser parler, maître. Oui. Mais d'où vous les sortez? 74. Du Hamas? Action. Non, pas du tout. Ah bon, de quoi? Action Against Armed Violence, c'est une ONG internationale basée à Londres, bien sûr. Et donc, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a beaucoup trop de morts civiles dans le total des morts à Gaza. 74%, ce qui représente plus de 30 000 personnes. Et le fait que le nombre de morts civiles soit disproportionné par rapport aux avantages militaires obtenus, ça constitue un crime de guerre, vous devriez le savoir, statut de Rome, article 8. Empêcher l'aide humanitaire d'arriver aux civils de Gaza, ce qui est arrivé de mars à mai, selon Médecins sans frontières. Crime de guerre, statut de Rome, article 8. Transfert forcé de population sur 1,7 million de Palestiniens, c'est pas le Hamas qui le dit, c'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Crime de guerre et crime contre l'humanité, articles 7 et 8. Et je vous parle même pas des détenus arbitraires, ça c'est crime de guerre et crime contre l'humanité. Et donc je veux bien qu'on parle d'adolescence, mais il y a des faits. On va passer la parole à Tel Aviv. Nathanaël, non, bien sûr. Non, Olivier Bardot, parce que d'abord c'est Nathanaël Slama. Non, mais je répondais à la blague sur les morts arabes, c'est pour ça. Est-ce que, comme moi, dès qu'il y a une résolution comme ça, un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies, vous regardez le tableau et vous cherchez les quelques pays qui ont voté avec Israël? Est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ça? C'est chercher une mode dans une botte de foin, c'est très rare. Moi je pense que si on voit l'ONU, c'est à New York, c'est ça? Il y a une vidéo qui traîne sur internet en ce moment, on voit un chauffeur de taxi, un ancien Marines, qui prend des Israéliens dans son taxi, qui dit « Ah, vous êtes en Israël, je vais vous donner, tenez, prenez $100, et le premier soldat que vous voyez quand vous rentrez en Israël, vous lui donnez ces $100 de ma part par un ancien Marines. » Je pense qu'il y a une différence entre l'aristocratie, la technocratie européenne, occidentale, qui voit Israël comme un criminel de guerre, qui cite des articles qu'on ne sait pas. Alors, c'est tous les pays du monde. Les représentants du pays du monde, et qu'au final, comme à l'Eurovision, le peuple vote et publicite Israël. Aujourd'hui, Israël est dans une guerre du mal contre le bien, du bien contre le mal, de ceux qui veulent la vie contre ceux qui veulent la mort à n'importe quel prix. Et on voit qu'il y a une différence entre ce que les technocrates décident et ce que le peuple vraiment décide. Il y a une grande aspiration, il y a un grand amour pour Israël parmi les populations, et c'est ça qui m'intéresse. Une réaction, Assama, une dissolution de la Knesset, ça aurait été quand même une sorte de suicide politique pour tous les partis de la coalition. Pour les partis ultra-orthodoxes déjà, parce que où est-ce qu'ils vont aller ? S'ils dissouent la Knesset de droite qui leur a promis de mettre enfin leur statut d'étudiant de la Torah dans la loi, ils se seraient allés où? Dans l'opposition. Dans l'opposition, mais l'opposition, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que l'opposition, aujourd'hui, ils disent clairement qu'il faut enrôler les ultra-orthodoxes dans l'armée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour de cette question. Il y a même beaucoup d'ultra-orthodoxes qui veulent s'engager dans l'armée. Et on se rend compte qu'au final, c'est plus devenu une question sociale, c'est devenu une question politique. Et tant que ça reste une question politique, il y aura ceux qui diront « Restez avec moi, je vous laisse au Beth Midrash, je vous laisse à la maison d'études ». D'autres qui diront « Non, votez pour moi, je ferai rentrer les ultra-orthodoxes dans l'armée ». Et au final, on se rend compte que c'est un processus qui doit se faire. Je parle de l'engagement des orthodoxes. Pour que les orthodoxes s'engagent dans l'armée? C'est-à-dire je suis pour et je reste
la bouche ouverte, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas rentrer à l'armée. C'est un grand mérite, c'est une grande mitzvah. Je me rappelle à 19 ans, j'ai fait une fête pour mon enrôlement à l'armée avec des copains. C'était à Paris, j'aurais dit... on y va parce que c'est une grande mitzvah. Une bonne action. Les grands de notre nation ont été des grands combattants, ont été des grands guerriers. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'ils doivent aspirer. Mais tant que ça reste une question politique, et tant que M. Poran est déçu de cette question ou pas, ça veut dire que c'est une question politique, c'est pas une question sociale. Thomas Guénolé, l'opposition a échoué et Benyamin Netanyahou est toujours au pouvoir aujourd'hui. Une réaction ? Oui, en fait, c'est dommage pour ce qui, moi, m'importe, vu de ma fenêtre, si vous voulez, par rapport à mes convictions. C'est-à-dire que je suis un grand admirateur d'Yitzhak Rabin. Vous vous souvenez peut-être de ce discours sur le perron de la Maison-Blanche au moment de la signature des accords d'Oslo. Assez de tueries. Assez de tueries, il y a eu assez de morts. Et donc, peu importe pour moi qui est Premier ministre, ce qui est important, c'est que dans le cadre d'un accord négocié, tous les soldats israéliens et tous les civils israéliens doivent quitter tout le territoire de la Palestine. Sinon, on continuera à avoir des morts. J'entends par là Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Vous pouvez tourner le problème par tous les sens. Si on ne fait pas ça, de toute façon, vous continuerez à avoir des morts des deux côtés et on continuera à avoir des cérémonies des deux côtés parce qu'on a des morts. Donc, on peut continuer cette approche-là. Il me semble qu'il est démontré qu'elle ne marche pas. Et donc, comme Rabin bien avant moi et bien mieux que moi, je répète, assez de tueries. Rabin a commencé les accords d'Oslo. Vous dites donc à Nathaniel Slama, qui habite dans les territoires que vous... Non, c'est même pas ça. De quitter sa maison. C'est même pas ça le raisonnement. C'est que Rabin a commencé les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont commencé à Gaza. Attendez, monsieur, pardon. Les accords d'Oslo ont commencé à Gaza. On a commencé à se désengager de la bande de Gaza. Israël est sorti de Gaza en 2005. Complètement. On a donné un État palestinien, un mini-État palestinien de facto dans la bande de Gaza. C'est le Hamas qui est monté au pouvoir. Ne dites pas c'est faux, c'est le Hamas. Israël est sorti de Gaza en 2005, c'est le Hamas qui est monté au pouvoir. C'est pas un État et vous le savez. C'est pas un État. Mais ça a été une autonomie où le Hamas a pris le pouvoir. Donc vous avez raison. Non, ça s'appelle un bon tout-temps, monsieur. On a fait l'expérience avec le Hamas. On a fait de l'expérience avec Gaza, on a reçu le Hamas. Olivier Pardo, je vous écoute. Oui, allez-y. Nathanaël. Non mais voilà, voyez-vous, Thomas Guénolé, il tombe exactement dans le piège habituel d'un Occident qui se veut dominant. C'est-à-dire que lui, sa pensée, c'est de se dire, forcément, c'est Israël qui doit bouger. Mais Israël, mon cher ami, non, maître Pardo, j'ai plus d'exigences envers Israël qu'envers le Hamas au niveau éthique et moral. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai pas plus d'exigences. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, moi, j'ai autant d'exigences vis-à-vis d'Israël que vis-à-vis des Arabes. Non, j'ai dit le Hamas, j'ai pas dit les Arabes. Non, mais moi, je vous parle des Arabes. Je vous dis, voyez-vous, le nombre de fois où Israël a proposé 2 États et le nombre de fois où les Palestiniens l'ont refusé. Je peux vous citer des cas, hein. 1948. À quelles conditions ? Refus des Arabes du partage de la Palestine. Guerre. Pas les Palestiniens, ils n'ont même pas été consultés. C'est pas vrai. Refus des Arabes de la Palestine. Je pourrais remonter encore plus loin. Il n'y avait même pas d'équivalent de l'agence juive en Palestine. Ce que vous dites n'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Ne m'interrompez pas. Vous avez raison. Deuxième point, les accords d'Oslo. Refus de ce partage. Il n'y a pas de responsabilité de M. Netanyahou dans l'échec des accords d'Oslo. Vous êtes sérieux ? Il n'était pas là. Non, je ne parle pas sur le coup, mais dans la fin des années 90. Il n'était pas là. Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez cela. Écoutez ce qu'est la réalité israélienne. Voyez-vous ? Non, on a un désaccord d'interprétation, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de désaccord. Voyez-vous, il y a déjà un État palestinien. C'est faux. Ça s'appelle la Jordanie. Vous êtes sérieux ? Et il y a 70% de Palestiniens en Jordanie. Voyez-vous, quand on a voulu que vous dites Gaza, c'est pas un État palestinien. À Gaza, on a sorti les Juifs par la peau de leur talit pour les mettre dehors. Et ce sont les soldats israéliens qui ont fait ce travail-là. Mais c'est pas moi qui dis qu'Israël ne doit pas être à Gaza, c'est la Cour internationale de justice. Vous êtes avocat, et vous le savez. Oui, vous n'allez pas vous asseoir sur la Cour internationale de justice quand même. Thomas Guénolé, je vais lancer le gong. Rapidement, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi 2 débatteurs à Tel Aviv, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Rapidement. Je termine juste en disant, voyez-vous, toute l'erreur que fait la France, c'est de croire qu'il faut mettre la pression sur Israël. La pression, elle doit être mise sur les alliés
de ceux du Hamas, de l'autorité palestinienne, qui peuvent faire bouger les lignes. Stop. Parce que quand Gaël on Porin, dit qu'il y a un État palestinien, Déjà une correction. Vous le pensez? Messieurs, on s'arrête. S'il vous plaît. Correction. Gaël Porin. Les retraites de Gaza 2005, Oslo était 1993. Mais la suite. Et rien à voir. Mais même si, tout d'abord, l'accord de Oslo et tous les résultats d'après a été coupé à cause de Netanyahou. d'un meurtre qui a tué Rabin. Et même si Oslo ne marche pas, et même si c'était... Laisse-moi finir. Même s'il y avait 5 fois que ça ne marche pas, en fin de compte, la seule façon de résoudre le problème, ça sera une autre fois, pas Oslo, peut-être Stockholm, peut-être Washington. Mais il n'y aura pas, il y a 7,5 millions Palestiniens entre la Jordanie et la mer et 7,5 millions juifs. Ni l'un ni l'autre vont aller nulle part. Alors même s'il faut faire 5 fois des erreurs de Oslo, et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas, en fin de compte, ça sera ou de tuer et d'avoir des sangs tout le temps, ou d'avoir pour une fois un Oslo qui marche. Non, tu laisses-moi aller 15 minutes et moi j'arrive pas à le faire le poids. Rapidement, je vous annonce. C'est clair et précis, il y aura aucun miracle. Les Palestiniens vont aller nulle part. Et la seule façon de couper le cycle des sangs, ça sera d'avoir un accord avec les gens. On ne peut pas avoir 7,5 millions de personnes sans droite politique. Ça, c'est une rêve, fantaisie des gens messianiques comme vous, monsieur. Votre fantaisie à vous, c'est de prendre le Moyen-Orient pour un laboratoire, de croire qu'on va faire toujours la même chose et qu'on va avoir un autre résultat. Mais c'est vous qui faites la même chose. Non. C'est vous qui faites la guerre, ou une autre guerre. C'est vous qui faites la même chose. Attendez-moi bien. Nathanaël Slama, est-ce qu'Israël doit aller chercher des alliés ailleurs aujourd'hui? On peut se tourner vers des pays jeunes qui ont un avenir. On sait très bien que c'est en Afrique qu'il y a de l'avenir, c'est dans les pays émergents qu'il y a de l'avenir. Les Africains et les Juifs ont beaucoup souffert aussi en Europe, donc on a peut-être déjà quelque chose en commun dans le passé. Et j'ai une petite anecdote, je ne sais pas si je peux la raconter, mais d'un soldat qui venait de finir l'armée, qui s'est retrouvé en Afrique à faire une petite mission diplomatique, et il se retrouve là-bas devant des octogones des autochtones qui à la limite. L'octogone, c'est la bagarre. Oui, les autochtones qui regardent et disent vous êtes un Israélien, vous avez servi dans l'armée d'Israël et qui sont comme ça émerveillés devant eux. Allez, une réaction au voyage d'Anaël.